Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais tenter de t'expliquer ce qu'est le stacking de cryptoactifs avec ce guide pour comprendre le fonctionnement, les avantages, les risques et surtout le cadre qui existe en France. C'est parti! Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Je vais te parler dans cette vidéo du stacking. Un stacking qui est une technique qui va te permettre de générer des revenus passifs. Alors, qu'est-ce que le stacking concrètement? Le stacking, c'est finalement un processus par lequel les investisseurs, c'est-à-dire toi et moi, nous allons immobiliser, d'accord, nos crypto-monnaies pour participer à la validation des transactions et à la sécurisation de la blockchain. Je vais prendre dans cette vidéo beaucoup Ethereum comme exemple, mais là je vais te donner l'exemple sur Solana. Solana, c'est une crypto-monnaie que tu peux stacker. De ce fait, tu vas prendre des cryptos Sol, d'accord, que tu vas déléguer. Je vais t'expliquer tout ça, que tu vas déléguer. Et parce que tu vas les déléguer, ça va permettre la sécurisation, d'accord, et les transactions qui vont exister sur la blockchain Solana et pas sur une autre blockchain puisque tu vas immobiliser du Sol. D'accord? Donc ça va te générer quoi à toi en tant qu'investisseur et à moi? Ça va générer des récompenses en nouveaux jetons ou en nouvelles cryptos. D'accord? Et ça nécessite de ne pas échanger ou de vendre ces crypto-monnaies pendant la période déterminée. En fonction de la crypto-monnaie que tu vas utiliser, tu vas avoir une période non active pour laquelle tu vas déposer la crypto. Tu vas peut-être attendre 3 jours ou 30 jours, ou tout de suite, ça va dépendre de où tu vas la poser, avant qu'elle génère quelque chose. Et la même chose pour la ressortir. À aucun moment, tu pourras échanger cette crypto-monnaie que tu auras déléguée. C'est pour ça qu'on dit déléguer la crypto-monnaie. D'accord? Et ça va te permettre de générer finalement un revenu passif. Ça va de, j'ai envie de dire un peu n'importe quoi, de 0,5 à 17, 20, 25%, 30% suivant le projet de crypto-monnaie. Et ça, ce que je viens de te donner comme chiffre, ce sont des chiffres annuels. D'accord? Voilà, c'est l'API. OK. Ensuite, l'évolution, finalement, c'est le proof of work qui existait avant où on faisait du minage. Je te ferai une autre vidéo explicative, un autre guide explicatif sur le minage. Avant, il y avait du proof of work et maintenant, on est passé au proof of stake. D'accord? Donc, le stacking est au cœur des réseaux blockchain qui utilisent un algorithme de consensus qui est uniquement en proof of stake. OK? Proof of history aussi, on va voir ça. Donc, par exemple, le Bitcoin, il est en proof of work. C'est basé sur du minage avec des machines. C'est une activité industrielle intensive de calcul en énergie. Alors que le proof of stake, comme Ethereum, d'accord, avec The Merge, eh bien, c'est un petit peu plus écologique naturellement. Tu as une réduction d'environ 99% de la consommation d'énergie d'Ethereum par le proof of stake. Et c'est plus évolutif et plus efficace. Alors, je vais en faire bondir certains. Effectivement. Néanmoins, je pense que c'est moins sécurisé qu'une blockchain sécurisée en proof of work. Ça n'engage que moi, encore une fois. Les fondements techniques du proof of stake, c'est quoi? Le proof of stake, on a besoin de validateurs qui mettent en jeu finalement leurs jetons, leurs cryptos, comme garantie pour valider les transactions et créer des nouveaux blocs. Une blockchain, ça crée des blocs de validation de la transaction. Et c'est en ça que vont servir les validateurs avec les jetons. Donc, les validateurs sont sélectionnés aléatoirement. OK. Ils reçoivent des frais de transaction et des récompenses. Et ils exigent une mise minimale, par exemple pour Ethereum, de 32 Ethereum pour l'Ethereum. Ça va changer d'ailleurs. D'accord? Et il y a le slashing qui pénalise les comportements malveillants et défaillants des validateurs. Alors, je rappelle, un validateur, c'est une structure qui va se connecter au réseau, donc à la blockchain, pour valider des blocs. Nous, investisseurs, on délègue nos cryptos à ces validateurs.
Ces validateurs sécurisent la blockchain, nous rétrocèdent un pourcentage des rewards qu'ils ont reçus et ça devient à nouveau des rewards pour nous, du cash flow, de l'argent en crypto naturellement. Si le validateur qu'on a choisi, il est pourri pour être très clair, eh bien, il y a le slashing qui rentre en compte. Ce validateur sera pénalisé parce qu'il a eu des comportements malveillants envers cette fameuse blockchain sur laquelle on aurait mis nos crypto-monnaies et ou si celle-ci est défaillante avec notamment son réseau, ses serveurs si tu préfères. J'espère que je suis assez clair. Mets-moi en commentaire si tu veux une explication différente et plus claire. Comment les validateurs opèrent? Mon exemple, ça va être toujours sur Ethereum pour faire plus simple. D'accord? Les validateurs sécurisent le réseau en proposant et attestant des blocs. Voilà. Donc en gros, ils vont avoir une génération de clés de validateurs et de retrait. Ils vont valider les échanges et ils vont avoir une clé pour avoir le retrait. Mise en jeu des Ethers sur un contrat de dépôt. Voilà. Et une récompense de couche de consensus. C'est une nouvelle ETH. Pour des tâches des validateurs. Les récompenses sur la couche d'exécution, ce sont des frais de transaction qu'on peut avoir, on peut apparenter ça à des pourboires, d'accord, et en MEV. Conception non custodiable, le staker garde le contrôle ultime. Ça veut dire que si toi, tu veux faire du stacking avec tes Ethers, tu les mets, je t'ai fait une vidéo sur Lido, d'accord, pour mémoire, sur lesquelles tu peux mettre tes Ethers en stacking. Voilà. J'en referai une quand je te montrerai comment je fais. Allez, l'approche du stacking, parce qu'il existe plusieurs types de stacking. Le stacking dit en solo, ça veut dire que tu es tout seul. C'est une participation indépendante en exploitant ton propre nœud de validateur. Ça veut dire que tu es à la fois le staker et le validateur. Donc, tu es en solo. L'avantage, c'est que tu as un contrôle total, 100% des récompenses. Ils ne vont pas prélever les validateurs un pourcentage, d'accord? Et tu as une décentralisation maximale puisque tu es maître chez toi avec ton nœud finalement. Ton nœud, on va faire très court, c'est un micro-serveur. Pour ne pas rentrer dans les détails techniques. Les inconvénients, c'est que ça te demande 32 Ethereum sur le réseau Ethereum, d'accord? Et une connaissance technique avec un ordinateur qui est spécialement dédié 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et tu as des risques de slashing. Parce que tu n'as pas un data center, tout simplement. Tu as ton petit ordinateur chez toi qui est branché sur le web et ça s'arrête là. OK? C'est pour ça qu'il vaut mieux se connecter à une pool. Une pool, c'est un nombre énorme de nœuds. Allez. Approche du stacking en pool. Voilà, je viens de te le dire. Plusieurs utilisateurs combinent leur avoir pour augmenter leur chance d'être choisis comme validateurs. Gros avantage, c'est que c'est assez accessible avec de petites quantités de crypto. C'est commode, d'accord? Et c'est l'opérateur qui va agréer l'ensemble de ces nœuds, de tes ordinateurs qui sont connectés à la pool, qui va gérer la technique. En gros, tu as un petit logiciel sur ton ordinateur, ça va le connecter et puis voilà, ça va faire le taf. L'inconvénient, c'est que tu as des frais de service par la pool qui vont être pris, c'est-à-dire un pourcentage. Tu as une période de blocage qui devient possible et tu as un impact du slashing sur les récompenses pour tout le monde. Ensuite, tu as l'approche du stacking sur plateforme d'échange. Tu vois sur Bitpanda, tu vois sur, pas sur KuCoin, tu vois sur Bitpanda, tu vois sur Bitvavo, tu vois sur Kraken par exemple. Je te citais des plateformes Upsan, d'accord? En fait, tu délègues à la plateforme ta crypto-monnaie, tu la mets. C'est eux qui gèrent tout l'aspect technique. Par contre, tu as remarqué que le pourcentage était légèrement plus bas que si jamais tu te connectes en direct. C'est normal, il faut qu'ils gagnent leur vie. Et puis, ils ont tout le problème technique derrière. Gros avantage, par exemple, qu'il y a sur Bitpanda ou sur Bitvavo, c'est que quand tu cliques, tu récupères tes avoirs, c'est-à-dire tes crypto-monnaies, automatiquement et tu n'as pas de délai. Ça, c'est ultra intéressant puisque tu as une rapidité par rapport au marché. Voilà. Alors, le gros avantage, c'est que c'est hyper simple pour toi et pour moi. Il n'y a pas d'expertise technique requise et c'est l'idéal pour des débutants comme toi ou pour moi. D'accord? Tu vas voir que je fais d'autres types de stacking après. L'inconvénient, c'est que c'est custodiable. La plateforme contrôle tes clés parce que tu n'as pas de clé, c'est elle qui contrôle. Et les risques de contrepartie, tout ce qui est piratage, insolvabilité et frais, bah, tu en as. Je t'invite à aller voir ma vidéo d'hier qui est sur le guide
des plateformes centralisées avec les différents degrés de piratage de celles-ci jusqu'à début juillet 2025. Ensuite, tu as une autre approche en stacking, c'est le liquid stacking. D'accord? C'est de mettre en jeu des crypto-monnaies tout en recevant des cryptos représentatifs, ce qu'on appelle les LST, en retour. En gros, tu vas stacker ta crypto et tu reçois une autre crypto qui n'est pas la crypto que tu viens de stacker, mais une autre crypto, finalement, de la pool ou du réseau sur lequel tu le mets. L'avantage, c'est que ça maintient la liquidité, d'accord? Le LST, c'est-à-dire l'autre crypto, semblant de crypto, qui est une crypto quand même, elle est échangeable directement, avec une parité de 1 pour 1, dans la plupart des cas, et ça te donne une opportunité de rendement supplémentaire en défi. Donc tu viens, tu te connectes en défi, par exemple avec ton téléphone, un tangem ou ce que tu veux, et tu vas directement te connecter et obtenir cette finalement LST, autre crypto-monnaie que tu vas pouvoir échanger sur la blockchain et tu auras toujours tes jetons. Tu pourras les transformer pour en stacker plus. Les inconvénients, c'est perte de garde directe, risque de dépeg du LST, c'est-à-dire le dépeg, ça veut dire que la crypto-monnaie elle peut chuter. Voilà, c'est-à-dire que ta valeur de stacking est en rapport à la valeur du LST que tu vas recevoir. Tu as des risques de contrat intelligents également quand tu fais ça. Forcément, tu viens avec une crypto, tu te connectes, on t'en donne une autre. Donc ça multiplie les risques au travers des contrats intelligents qui vont gérer d'un côté ce que tu as déposé et de l'autre côté ce que tu vas récupérer. Et en plus, la crypto, elle peut baisser parce qu'elle peut ne plus valoir rien du tout. On te promet 10%, puis elle perd 3%, tu gagnes plus 10% à la fin. Voilà, tu as un double risque de valorisation. Ensuite, tu as le stacking délégué. Tu m'entends souvent dire dans mes vidéos du stacking délégué. Délégué, c'est son pouvoir de stacking à un validateur opéré par un tiers. En gros, tu as ta crypto et tu vas le déléguer à quelqu'un qui va gérer pour toi. L'avantage, c'est que tu n'as pas de gestion de nœud, tu es tranquille. Tu n'as pas d'exigence technique. Tu fais rien, tu délègues. Avec ton wallet, tu te connectes. Avec, par exemple, Wallet Connect, tu te connectes, paf, tu flashes le QR code. Tu délègues, comme je t'ai déjà montré avec de la NKR, avec du Solana, etc. La variation, c'est le dépose, c'est le vote des délégués, d'accord? Et le LPose, c'est louer des jetons à un nœud. Voilà. J'aime pas trop ce système, mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. L'avantage de manière générale du stacking, c'est que c'est une génération de revenus passifs, d'accord? Tu as un intérêt sur les cryptos que tu vas déposer. Ça, c'est super intéressant, ça te permet de générer un revenu. Le potentiel d'appréciation des récompenses et valeur des récompenses peut augmenter avec le prix de l'actif. Effectivement, tu as un actif, par exemple Sol qui vaut 100 $. Tu mets ton Sol en stacking qui vaut 100 $. On dit que ça va te faire 6% à l'année, tu vas toucher 6 $ à l'année. Mais si le Sol il monte à 200 $, tu toucheras plus 6%, donc 6 $, mais ces 6 $ vaudront 12 $. Tu auras une corrélation avec le marché. Par contre, s'il baisse, c'est exactement la même chose. Ta valeur que tu as stackée baisse, et ton retour va baisser. D'accord? Amélioration de la sécurité et d'efficacité du réseau parce que tu aides les réseaux, tu soutiens les réseaux au travers des validateurs. Ensuite, ça te permet d'avoir une participation active à la blockchain. Tu as un rôle finalement crucial dans la décentralisation. Sans toi, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de validation de transactions. Sans, en tout cas, ceux qui choisissent le stacking. La limitation des pertes et l'éligibilité au airdrop. Effectivement, parce que sur certaines blockchains ou certains projets crypto, en fonction de ce que tu as mis en stacking sur tel ou tel delegate ou tel portefeuille, tu peux bénéficier d'une jetée de crypto-monnaies sur ton portefeuille, ce qu'on appelle un airdrop. Moi, personnellement, je ne suis absolument pas favorable au airdrop parce que ça sous-entend qu'il n'y a pas assez de monde pour faire des échanges. Ça sous-entend que le projet, on a besoin de l'impulser avec finalement une crypto-monnaie. C'est du marketing, ni plus ni moins. Voilà. Mais il y en a qui sont friables de ce type de choses. Pour ma part, ce n'est pas le cas. Je suis très rarement positionné sur des projets qui sont éligibles à des airdrops. Pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Allez. Concernant les risques et les inconvénients du stacking, parce qu'il faut quand même en parler, le stacking représente des risques qui sont quand même importants. Liquidité limitée. Les fonds, ils sont bloqués. D'accord? Donc, c'est un accès difficile parce que tu as des fois le timeline, c'est-à-dire le temps pour débloquer tes fonds qui te permettent de ne pas être réactif. Ensuite, tu as la volatilité de la valeur. Risque de baisse du prix de l'actif quand il est stacké. Tu dois pouvoir les déstacker au bout de 5 jours. D'accord?
et ben, si le prix baisse tout de suite, tu ne peux pas sortir parce que tu ne peux pas les vendre. Tu es obligé d'attendre 5 jours. Ça, c'est un risque. Pénalité de slashing, je te l'ai déjà expliqué. Inflation, dilution potentielle de la valeur du jeton. Bah, effectivement, tu mets une crypto que tu stacks, tu en reçois en échange. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de cryptos qui arrivent sur cette blockchain. Ça veut dire que ta valeur de base, elle descend. Ça veut dire que si tu choisis des crypto-monnaies avec un haut niveau de rendement, il est aussi probable que cette crypto-monnaie baisse dans le temps, qu'il y ait une érosion parce qu'il y a une dilution du prix dans le temps. Il faut que le projet soit suffisamment adopté, utilisé, développé pour qu'il y ait une force de marché qui permet de faire progresser son prix. Voilà. Après, tu peux avoir une attaque de réseau. Tu peux avoir une manque de réglementation concernant la protection juridique qui est limitée pour le stacking. C'est très très flou. Et connaissance technique qui est nécessaire dans certains cas avec certaines méthodes que tu peux choisir. Les cadres réglementaires qui existent en France, le stacking direct, c'est un contrat, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut un validateur qui garde le contrôle. Et ensuite, tu as le stacking qui est indirect. En gros, c'est un contrat d'entreprise prêt à usage, dépôt selon les modalités. Tu vois, la loi est distincte de le stacking direct, le stacking indirect. Si tu passes par Bitpanda, tu es en indirect, par exemple. Voilà. Le liquid stacking, c'est un contrat d'échange LST contre un actif natif, un autre actif. Voilà. La réglementation MiCA qui réglemente notamment la France pour l'Europe, d'accord, elle exclut les validateurs décentralisés, mais elle peut s'appliquer aux services de conservation par des PSAN. Alors en gros, ça veut dire qu'ils n'existent pas, les validateurs décentralisés. Pour eux, c'est toi qui es responsable avec ta crypto, c'est toi qui endosse le risque. Mais par contre, le service de conservation peut être réalisé par des PSAN. PSAN, c'est l'agrément de contrôle par l'AMF pour les entreprises qui gardent tes cryptos. Voilà, centralisé. Et la fiscalité pour le stacking, d'accord, c'est une catégorisation bénéfices non commerciaux en BNC, d'accord, au moment de la réception des fonds. Pas dépôt, mais réception des fonds. Alors, tu peux les poser en stacking et les fonds sont autogénérés à l'intérieur, ils restent. Donc, tu n'as pas de réception de fonds puisque tu as toujours délégué ta crypto. Enfin, c'est comme ça que je vois la chose. Prends pas comptant, ce n'est pas un conseil fiscal. D'accord ? Imposition à la réception, déclarée à leur valeur en fiat le jour de la perception. Dès que tu les transformes, en monnaie fiat, c'est là où tu vas payer ton imposition. Imposition à la cession, plus-value soumise à quoi? Au PFU de 30%. D'accord? Au barème progressif. Attention, pas la même chose. Obligation déclarative, formulaire 3916 pour les comptes à l'étranger, s'ils sont à l'étranger, si c'est délégué à l'étranger. Non, il n'y a pas si tu es délégué à l'étranger, mais tu es obligé de faire un 3916. Et 2042C et 2086 pour les opérations qui sont imposables sur les cryptoactifs. Tu as un seuil d'exonération en France, wow, 305 € par an pour les plus-values. Des fois, si tu as que 305 €, il vaut me faire un aller-retour. Poum, poum. Hop, déclaré, fini. Tu as empoché les 350 €. 305 €. Enfin, ça va pas loin, hein, qu'on soit clair. Allez, le guide pratique et les bonnes pratiques. En gros, c'est commencer à choisir votre crypto et sélectionner une plateforme pour transférer tes fonds et participer. Ensuite, tu dois prendre en considération, alors c'est toi, tu vas faire des recherches approfondies et une évaluation des risques suivant la plateforme, suivant le projet crypto que tu as choisi. Et tu as un besoin de liquidité et de connaissances techniques et de transparence quand même. Fais attention où tu vas mettre les pieds. Et les meilleures pratiques, c'est la diversification. Encore une fois, tu dois diversifier ton investissement. Je reprends l'exemple de Sol. Je stack du Solana, pas à un seul endroit. Je délègue mon Sol, pas chez un seul délégué. Chez 2, chez 3, chez 4. S'il y en a un qui se casse la gueule, un qui se fait pirater, je suis toujours là. Tu vois? Mesure du risque. Surveillance, compréhension des règles du protocole, comme je viens de t'expliquer. Regarde la vidéo s'il y a des choses que tu n'as pas bien saisies. D'accord? Et sécurité de tes clés. Je fais deux types de stacking. Je fais du stacking directement sur les plateformes centralisées. Je fais du stacking décentralisé. Et en conclusion, le stacking offre finalement des opportunités de rendement significatifs, mais exige une compréhension approfondie des mécanismes, risques et cadre légal. On en a déjà entendu parler, je t'ai mis dans les vidéos que dans un futur plutôt proche, j'espère, les ETF Ethereum vont générer finalement des rendements dus au stacking qu'auront opéré
les différentes sociétés qui auront acheté l'Ethereum, qui l'auront transformé en ETF. Ça va devenir intéressant. Parce qu'avec la crypto en stacking, tu peux pas pouvoir faire du rendement. Et si ça arrive sur ETH et sur Solana, ça va être une tuerie. Car les investisseurs classiques vont pouvoir investir et avoir un rendement au-delà de la valeur de cette crypto-monnaie. Voilà, si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à m'encourager avec un pouce vers le haut. Pose tes questions en commentaire, donne-moi tes informations que je n'aurai pas ou peu ou mal développées dans cette vidéo. N'oublie pas que sur My Way de Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. N'oublie pas, protège ton capital et génère un maximum de rendement. Salut à toi.